Bonjour, moi c'est Robin, je suis team lead chez Agicap. Je suis d'abord dev, puis team lead chez Agicap. On a 4 niveaux de test. Test unitaire, donc le plus bas niveau, au niveau de toute la partie métier de l'application. Test d'acceptance qui vont se retrouver un niveau au-dessus et qui vont impacter la partie contrôleur, la partie métier et aussi la partie base de données, mais qui est à moitié moquée vu qu'elle a une memory. Et ensuite, on va avoir 2 couches de tests un peu plus haut niveau, qui sont les tests d'intégration. Donc, ils vont faire directement de l'appel API qui vont traverser toutes les couches, et des tests end-to-end qui, eux, vont directement aller cliquer sur des boutons sur l'application. Et du coup, vont aussi traverser toutes les couches derrière. Pour 2 raisons. Elles sont importantes. D'abord, au moment du développement, pour concevoir un truc qui est le minimum syndical pour répondre aux besoins métiers. Donc ces tests, et notamment les tests unitaires et les tests d'acceptance, vont nous permettre de construire le code. C'est à partir des tests qu'on va construire le code. C'est pas on va faire le code et ensuite on va faire les tests. Non, c'est dans l'autre sens. C'est on va poser les tests, puis à partir de ces tests-là, va sortir du code. Et ensuite, quand va être sorti ce code-là, on va revenir pour faire une phase de refactoring, c'est-à-dire pour vraiment rendre le truc plus joli. La deuxième raison pour laquelle ils sont importants, c'est tout ce qui est non-régression, c'est tout ce qui est stabilité de l'application. Aujourd'hui, notre application, elle grossit. Plus elle grossit et plus on a de fonctionnalités, plus on a d'impacts qui sont un peu transverses dans des domaines métiers différents. Et en fait, on a besoin d'avoir une sécurité, un filet de sécurité pour dire je change du code à un endroit, je veux pas aller casser un truc à un endroit complètement différent. Et en fait, ce filet de sécurité, c'est nos tests. Ces 2 pratiques paradigmes qui sont au cœur de notre application, de notre architecture. Pour être complet, DDD, c'est pas tant une philosophie technique, mais c'est une philosophie qui est plus globale à l'entreprise. Donc c'est vraiment recentrer le métier et le mettre au centre de toutes nos discussions. Et du coup, de toutes nos discussions, oui, en termes d'organisation, donc quand on va discuter avec nos product managers ou quand on va discuter avec les customer success, mais aussi dans le code. Et du coup, dans le code, comment ça se matérialise, c'est notamment au niveau des commandes, on va passer par tout ce qu'on va appeler des agrégats en termes techniques, des agrégats, des value objects, qui va nous permettre de modéliser ce métier qui est au centre de notre application. Un des principes derrière, c'est que notre métier ne doit dépendre de rien d'autre. Tout le bruit technique qu'il y a autour, quand je parle de bruit technique, je vais parler des API, des endpoints, de la base de données. Tout ça, c'est du bruit technique qui n'a rien à voir et qu'on va retrouver dans une boîte qui fait, de l'import-export, comme une boîte qui fait de la trésorerie comme chez nous. Et en fait, ça, c'est les trucs qu'on retrouve pareil. Par contre, le métier est propre à Agicap. Le métier de la trésorerie, par exemple, est propre à Agicap. Et c'est là qu'est la valeur ajoutée de l'application. Donc, c'est là où on va mettre le plus d'efforts. C'est là où on va essayer de faire les trucs les plus soignés, les trucs les plus cohérents. Et l'avantage de toute la philosophie et tous les patterns tactiques qu'il y a derrière, je parle d'agrégat, de value object ou même de domain event, c'est que tout ça, ça va simplifier et le développement et la testabilité et la lisibilité du code aussi. Il y a une grande portion qui est dédiée à la lisibilité et la compréhension du code. Donc voilà pourquoi on fait du DDD chez Agicap. Le CQRS, ça permet de dissocier toute la partie lecture de tout ce qui est la partie écriture. Donc ça, c'est le principe. Donc ça peut aller directement à partir du code, mais aussi ça peut aller jusqu'à la base de données. Le choix qu'on a fait, nous, c'est que c'est uniquement dans le code. Donc on a une seule base de données qui fait lecture et écriture. Par contre, au niveau du code, on dissocie les commandes et les queries, donc l'écriture et la lecture. Ça permet d'isoler des responsabilités différentes. Ça semble tout bête, mais la lecture et l'écriture, c'est pas la même chose, c'est pas appelé au même moment, c'est pas le même besoin derrière. Du coup, ça respecte le S de Solid Secure Responsibility, et du coup, c'est vraiment faire qu'une seule chose à un seul. La qualité, c'est un des piliers de l'équipe technique aujourd'hui chez Agicap, et le clean code, c'est vraiment la base de tout ça. En fait, c'est le niveau 0 de la qualité, quoi. On peut pas aller plus loin si on n'a pas cette étape-là. Le clean code chez Agicap, ça se rapproche évidemment du bouquin de l'oncle Bob. Donc le but, c'est de produire du code suffisamment de qualité pour qu'il soit lisible, pour qu'il soit maintenable dans le temps, et que demain on puisse repasser dessus et être serein pour aller le modifier, pour le faire évoluer. Du coup, pour ça passe par plein de choses. Il y a une première partie
dont j'ai déjà parlé, c'est les tests. Les tests, c'est énorme pour le clean code en fait. C'est que je suis capable d'aller comprendre un bout de code juste en allant voir les tests. Parce que si les tests sont bien nommés, s'il y a une bonne couverture, je vais savoir comprendre exactement c'est quoi le cœur de la fonctionnalité et qu'est-ce que c'est censé faire. Derrière, il y a toute la partie convention, il y a toute la partie abstraction, il y a toute la partie design qui va venir mettre une couche supplémentaire dans la lisibilité. On va être très attentif à tout ce qui est nommage. C'est bête, mais de savoir comment je vais nommer ma variable et que je vais pas la nommer Toto, ça veut dire que derrière, le développeur qui va repasser derrière moi, il comprendra que ma variable, je sais pas, elle représente une liste d'opérations par exemple. Elle représente une liste d'opérations payées. Un truc tout bête, mais c'est plus simple à la lecture. Ça va aussi reprendre toutes les conventions de nommage, c'est-à-dire qu'on va pas avoir des gens d'un côté qui vont aller faire du camel case, donc qui vont écrire les variables d'une certaine façon, et de l'autre côté des gens qui vont aller faire du Pascal case. Ça va aussi reprendre des concepts de longueur de code. Une méthode qui commence à faire 30 ou 40 lignes, c'est généralement pas bon signe. Il faut peut-être des fois se poser un petit peu, prendre un peu de recul et dire comment je pourrais la séparer. Est-ce que je pourrais ressortir des méthodes qui ont du sens et auxquelles je vais pouvoir donner un nommage adéquat et qui va donner encore une fois de la lisibilité en plus? Est-ce que je vais pouvoir sortir des classes qui ont une responsabilité bien particulière? Est-ce que ma méthode elle fait trop de choses et je me suis emballé? En fait, tous ces concepts-là, ils vont faire naître un design et une façon simple de lire le code. Le clean code, ce n'est jamais fini. Un code, il est jamais parfait. Ça n'existe pas. On continue d'ajouter de la dette technique, mais on continue aussi à la rembourser. En suivant notamment la règle du Boy Scout. La règle du Boy Scout, c'est de dire, je prends un code, j'arrive sur un code, j'ai un truc à faire, je vais le laisser dans un meilleur état que ce que je l'ai trouvé. La dette technique, c'est effectivement un sujet important qu'on traite au quotidien dans chaque sprint et on vous en parle dans une prochaine vidéo.